Bienvenue sur le podcast « À quoi tu sers ?», le podcast des métiers de l'Europe. Fonctionnaires, journalistes, lobbyistes, assistants parlementaires, diplomates ou consultants, l'Europe, elle est faite par des femmes et des hommes qui ont des métiers très variés, mais auxquels, c'est vrai, on ne comprend pas toujours grand-chose. Alors, qui sont-ils ? Que font-ils ? À quoi servent-ils ? Je suis Catherine Rey, et quand je travaillais à la Commission européenne, ces questions m'ont été posées très souvent. Alors j'ai décidé de donner la parole à ces professionnels de l'Europe pour qu'ils nous expliquent concrètement comment marche leur métier. Aujourd'hui, on va parler de droit de la concurrence dans un épisode qui va clôturer la série sur les métiers d'enquêteurs à la Commission européenne. Vous vous souvenez peut-être des gros titres dans la presse quand la Commission inflige des amendes plus que salées à de grosses entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence. L'an dernier, par exemple, la compagnie Apple ou encore Meta, le groupe qui possède Facebook ou WhatsApp, ont été condamnés à de lourdes amendes pour avoir abusé de leur position dominante sur leur marché. Mon invité, Hubert, travaille à la Direction générale de la concurrence, précisément pour faire respecter les règles en matière d'entente et d'abus de position dominante. Son job, c'est d'aller sur place, inspecter les entreprises pour lesquelles il y a des suspicions et de creuser l'enquête de retour au bureau pour voir si oui ou non il y a eu infraction. C'est un métier qui demande à la fois expertise juridique, économique, mais aussi des compétences en matière de relations humaines, voire de psychologie. Avant de laisser la parole à Hubert, je voulais vous rappeler que le podcast vit principalement grâce à vos écoutes et votre soutien. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute et à vous abonner au compte Instagram et LinkedIn du podcast. Votre coup de pouce fait la différence. Je vous laisse maintenant avec Hubert à la découverte d'un métier à mi-chemin entre le détective et le juriste. Bonne écoute. J'ai rendez-vous avec Hubert un matin dans la puissante direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Le rendez-vous a été reporté à 2 reprises car Hubert a été saisi pour enquêter sur un nouveau cas de cartel à travers l'Europe et devait assister à des réunions de débriefing au pied levé. Je n'ai pas pu en savoir plus car tant que l'enquête est en cours, tout cela reste confidentiel. Ce que peut raconter Hubert, en revanche, c'est les arcanes de son métier. Si les procédures sont bien établies, il l'amène à sillonner l'Europe au gré des inspections qu'il conduit sur le terrain, dans des secteurs aussi variés que l'industrie pharmaceutique, automobile, du verre ou encore le secteur financier ou des big tech. Bonjour Hubert. Bonjour. Bonjour Catherine. Merci de me recevoir dans ton bureau à la DG Concurrence avec une belle vue sur Bruxelles. Je voulais t'interviewer parce que je fais comme ça une série sur les gens à la commission qui ont des métiers proches de l'enquête. D'accord. Voilà, je trouve que c'est intéressant, c'est concret. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Alors, mon titre en bon français, c'est celui d'expert confirmé. En gros, ça veut dire un rapporteur, un chargé d'affaires, un enquêteur expérimenté. Avant d'en venir à ton métier, comment est-ce que tu es arrivé là, à la Commission européenne ? Raconte-nous un peu ton parcours. Alors peut-être dire que je suis français, mais je suis né à Bruxelles parce que mon père était fonctionnaire avant moi. Il est arrivé en 58. D'accord. Et donc on pourrait dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit, avant même le métier que j'exerce aujourd'hui à la DG Concurrence. D'accord, donc 2e génération. Exactement. Et contrairement à la majorité de mes collègues à la DG Concurrence, je ne suis pas juriste. J'ai fait une école de commerce. Et je trouve que c'est une complémentarité qui fonctionne assez bien parce que le droit de la concurrence que j'applique au quotidien, ça s'applique presque exclusivement au monde de l'entreprise. Mais alors, avant de passer un concours et de rejoindre la commission, j'ai travaillé pendant un petit peu moins de 10 ans dans le secteur privé, chez Nestlé, puis dans des petites et moyennes entreprises. D'accord, donc on peut arriver ici en ayant fait d'abord une première vie professionnelle finalement. Certainement. Ouais. C'est même utile. Oui. Donc là, tu as rejoint la DG Concurrence tout de suite ? Non, j'ai commencé à la DG Transport et Énergie à l'époque. Et puis j'ai rejoint la DG Concurrence après 3 ans. Donc j'y suis depuis 2004. Depuis 2004, Hubert travaille à faire respecter le droit de la concurrence au niveau européen. Si on résume, l'Union européenne a mis en place le marché unique qui permet aux personnes, aux produits, aux capitaux de circuler librement d'un pays membre à l'autre. Le droit européen de la concurrence, c'est un peu le policier qui fait respecter le code de la route aux entreprises et aux États.
Il interdit notamment 4 types de pratiques. D'abord, les accords entre entreprises qui restreignent la concurrence. Par exemple, des entreprises concurrentes pourraient s'entendre pour fixer les prix ou se répartir un marché un peu en douce. Ensuite, les abus de position dominante qui pourraient faire obstacle aux plus petits concurrents sur un marché. Il contrôle aussi certaines concentrations et acquisitions entre entreprises qui pourraient mener à des entreprises tellement grosses qu'elles seraient en situation de quasi-monopole. Et enfin, il contrôle certaines règles d'État qui pourraient fausser la concurrence sur un marché ou entre plusieurs États. Uber, lui, travaille sur les 2 premiers types de pratiques interdites. D'accord. Et donc ton rôle aujourd'hui, tu nous as dit tu es expert confirmé. Plus concrètement, tu travailles sur quoi ? Comment tu l'expliquerais ? Alors, je travaille dans la répression des ententes. D'accord. Donc, il est interdit aux entreprises de se mettre d'accord, on va dire, sur le dos des consommateurs. Et je réalise aussi de nombreuses inspections. Et dans ce cadre-là, je dirige les inspecteurs quand nous nous rendons sur place dans les entreprises pour les besoins de nos enquêtes. D'accord. Donc vous faites de la répression des entreprises qui vont, ne pas respecter le droit de la concurrence. Oui, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et peut-être un mot là-dessus parce que, sur la politique de la concurrence qui est parfois décriée en France, le principe c'est celui de la rivalité entre les entreprises. Parce que quand on est rival, quand on a un rival, on cherche à s'améliorer, on cherche à faire mieux, de meilleure qualité ou moins cher. Et on voit bien que cette rivalité est bénéfique pour les consommateurs et pour la société et l'économie dans son ensemble. Et donc, D'accord. Le droit de la concurrence vise à préserver les conditions d'une saine rivalité entre les entreprises. Ok. Et donc il y a entente et aussi ceux qui abusent de leur position, on va dire, de leader sur un marché, Oui, par exemple, qui est dominante. Tout à fait. Le droit de la concurrence fait aussi interdiction aux entreprises les plus grandes, on dit qu'elles sont dominantes, d'abuser de leur surface économique et financière pour étouffer les plus petites. D'accord. Et il y en a beaucoup qui se comportent de la sorte ? Il y en a. Il y en a. La tentation est là. Un petit nouveau qui arrive et qui vient perturber un jeu établi n'est pas forcément le bienvenu. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites à la commission ? Comment ça se passe ? D'abord, qui vous saisit ? Alors, on peut être saisi par le biais d'une plainte. Donc, une entreprise se plaint d'une autre. On peut ouvrir une enquête de notre propre initiative, et notamment dans le domaine des ententes. On a une cellule de veille qui a développé des techniques pour ça. Et dans le domaine des ententes, on a aussi des demandeurs de clémence. Là, c'est l'entreprise qui vient elle-même dénoncer sa propre participation à une entente. D'accord, donc c'est comme un repenti un peu. Exactement. Et en échange, l'entreprise peut être immunisée de toute amende que lui imposerait la commission, pour autant bien sûr qu'elle continue à coopérer après, tout au long de l'enquête. Donc on favorise les mouchards. On favorise le système du repenti, comme tu disais. L'idée étant qu'on ne cherche pas tant à imposer des amendes qu'à mettre fin aux ententes, parce que c'est l'entente qui est préjudiciable aux consommateurs et à la société dans son ensemble. Ok. Et donc une fois que vous êtes saisi, comment ça se passe ? Alors une fois qu'on est saisi, on enquête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Enquêter, ça veut dire rassembler des éléments de fait, rassembler des éléments de preuve qui permettent de reconstituer ce qui s'est passé, le fil des événements, l'histoire. Et toi, par exemple, concrètement, ton rôle, ton métier, c'est quoi à ce moment-là ? Alors, comme enquêteur, je peux soit proposer, donc in fine rédiger des demandes de renseignements. Donc ça, ce sont des questionnaires qu'on envoie aux entreprises, elles sont obligées de nous répondre. Ou bien je peux préparer une décision d'inspection qui serait adoptée par la commission
et qui, à ce moment-là, va ordonner à une entreprise de se soumettre à une inspection. Petit point de clarification. Vous allez entendre Hubert parler d'enquête et d'inspection. Ce n'est pas exactement la même chose. Hubert et ses collègues peuvent être chargés soit de participer à l'enquête sur un cas, c'est-à-dire de collecter, analyser les documents avant de qualifier ou pas la pratique en entente ou abus de position dominante. Soit ils sont envoyés en inspection dans les entreprises pour investiguer sur place et récupérer les documents qui seront ensuite analysés à nouveau par les collègues restés au bureau. Ils peuvent aussi participer à toutes les étapes d'un cas, mais c'est plus rare. À ce moment-là, on arrive, on est plusieurs, une équipe, typiquement de 6 à 10, parfois 15 inspecteurs, et on va inspecter ses propres bureaux. D'accord. À la recherche d'éléments de preuve, de faits, de documents. Donc là, en fait, vous sortez de votre bureau. Pour notre enquête. Vous quittez... Exactement. On sort du bureau et on se rend dans l'entreprise. Et donc toi, tu as fait ça? C'est ton métier? Ah oui, ça j'en ai fait un certain nombre. Donc tu dois être... Il y a des panneaux dans des entreprises avec ton visage, les gens te connaissent? Non, ça je ne crois pas. Non. Bon. Mais c'est vrai que, disons, la profession juridique ou les avocats, je suis connu d'un certain nombre d'avocats. Ok. Bon, si on revient à des choses plus sérieuses, donc comment ça se passe? Tu prends la tête d'une équipe de quelques personnes? Comment vous la constituez? Qui est dans ces équipes? Alors, peut-être pour dire que une inspection, ça commence par un gros travail de préparation. Ouais. Parce que, d'abord, quand on va chercher quelque chose, il faut savoir le plus précisément possible ce qu'on cherche. Sinon, on se perd. Dans nos propres recherches, on perd notre temps et on fait perdre son temps à l'entreprise. Beaucoup de travail de préparation aussi sur la logistique et l'organisation, parce que bien souvent, nous intervenons de manière simultanée à différents endroits. C'est-à-dire, s'il y a 3 équipes qui inspectent 3 entreprises différentes, chaque équipe va se présenter le même jour, à la même heure, à la porte de son entreprise. Et ça peut être dans différents coins de l'Europe. Et donc, pour y arriver, on se prépare, on a une réunion de briefing qu'on peut un peu comparer à ce qu'on voit dans des fictions policières où on voit des équipes qui apprennent ce qu'elles ont à faire, où et quand. Et donc, le jour dit, chacun se présente à la réception de l'entreprise et le chef d'équipe demande à parler au directeur général. Alors, comme on n'a pas pris rendez-vous, ça peut parfois mettre un certain temps avant qu'on soit reçu, mais sinon il y a quelqu'un d'autre qui vient pour remplacer son patron ou sa patronne, et on remet la décision de la commission. Et donc là, vous arrivez par surprise, vous n'êtes pas attendu, quoi. Exactement, on n'a pas rendez-vous et c'est par surprise. Et c'est seulement quand on a remis la décision que l'inspection commence vraiment. On peut entrer dans tout local, tout bureau, on peut prendre des données de documents, des copies de données informatiques, effectuer des recherches, on peut même imposer des scellés pendant une inspection. J'avoue qu'il y a des images, en effet, qui me viennent en tête, comme le raid, quoi. Un raid. Alors oui, mais il faut quand même dire que, et c'est important de le préciser, que on n'intervient pas comme des policiers, en ce sens qu'on ne peut pas, et on ne fait pas, usage de la force. D'accord. C'est-à-dire toute cette mécanique repose sur une obligation juridique de l'entreprise de coopérer activement à l'inspection. Si elle ne le fait pas, elle s'expose à une amende qui peut aller jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires. Okay. Et donc elle a tout intérêt à le faire, parce que le plus souvent, quand on se déplace, ça peut être dans des très grandes entreprises avec un très gros chiffre d'affaires. Et comment ça se passe? Vous êtes accueillis comment? En général, ça se passe bien, ça se passe mal? Oui, alors ça se passe assez bien. Le droit de la concurrence n'est plus une nouveauté, véritablement. Très rapidement, l'entreprise appelle ses avocats et les inspecteurs vont s'atteler chacun à leur tâche dans l'équipe. Les uns vont aller fouiller les bureaux des personnes d'intérêt pour l'enquête. D'autres vont saisir l'ordinateur et le téléphone portable de ces personnes.
afin de pouvoir en extraire les données. D'autres vont aller au service informatique de l'entreprise pour obtenir une copie de données qui sont stockées sur les serveurs de l'entreprise. Et puis d'autres, enfin, installent tout le matériel informatique avec lequel on arrive dans une grande salle de réunion. Donc une journée particulière quand même, pour tout le monde. Ah oui, et c'est même plus qu'une journée, parce que comme on fait l'analyse de toutes les données dont on obtient copie sur place, une inspection va fréquemment ou typiquement durer une semaine complète. Une semaine dans l'entreprise. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples de ce type d'enquête que tu as menée ? J'ai fait des inspections dans de nombreux secteurs, dans l'industrie, dans le secteur des enveloppes, dans le secteur de l'automobile, l'industrie sucrière, aussi dans le secteur des services, le conseil en entreprise, le secteur financier. C'est une des choses qui sont intéressantes à la commission, c'est que ça peut être extrêmement varié. Et toi, il t'est arrivé de te faire, je ne sais pas, accueillir de manière un peu cavalière ou des anecdotes que tu peux raconter lorsque vous êtes en inspection ? Ah oui, alors c'est un petit peu le charme des inspections, c'est il n'est pas rare qu'il y ait quelque chose d'imprévu qui se passe. Alors, par exemple, il m'est arrivé d'avoir toutes les difficultés du monde à me faire recevoir par le PDG d'une entreprise. Et on était bloqué à la réception, et la raison était que ce grand patron était convaincu qu'il s'agissait d'une tentative d'escroquerie. Et parce vous avez pris pour des voyous. C'était arrivé à un de ses voisins récemment. Un autre exemple, on est en pleine inspection et tout d'un coup, l'alarme incendie se déclenche. Et donc tout le monde doit évacuer. Ce que normalement on ne fait jamais sans prendre des précautions, sceller la salle où il y a tout notre matériel, etc. Et donc j'ai dû sceller en catastrophe la salle, prendre des photos et puis sortir en courant. Bon, finalement, voilà, il ne s'est rien passé, tout est bien qui a bien fini. Mais donc il y a toujours comme ça des anecdotes qui peuvent arriver. Et donc une fois que vous avez pris les données dont vous avez besoin, vous avez passé votre semaine en entreprise, d'abord ça peut être dans toute l'Europe, n'importe où, dans n'importe quel pays État membre ? Absolument. Et en simultané, c'est ce que tu disais ? Oui, absolument. Et donc vous faites quoi suite à ça ? Alors, ce qu'on fait pendant l'inspection, c'est qu'on sélectionne des documents qui sont pertinents pour l'enquête, et donc on les ramène à Bruxelles, et ils sont versés au dossier de l'enquête. Et moi, quand je vais en inspection, c'est pas forcément pour une enquête sur laquelle je travaille, c'est-à-dire je participe seulement comme inspecteur. Et donc, je vais remettre les documents qui ont été collectés par mon équipe à l'équipe en charge de l'enquête, et eux vont analyser ces documents, tous ceux qui ont été récoltés par les différentes équipes, et finalement, ils complètent l'image qu'ils ont du fil des événements et de l'histoire dont on parlait. Ils vont regarder s'il y a toujours des trous ou des pièces manquantes dans le puzzle. Ils vont chercher à compléter le fil des événements. Et quand ils ont terminé d'avoir rassemblé tous les éléments de fait, ils vont à ce moment-là formuler, le cas échéant, à l'entreprise, les objections de la commission. D'accord. Et dire, à titre préliminaire, on pense que vous avez enfreint telle règle ou telle règle, et l'entreprise a à ce moment-là l'opportunité de se défendre. Mmh. C'est rare, mais il peut arriver aussi que l'inspection, finalement, aboutisse à la conclusion que les suspicions initiales n'étaient pas fondées. Ça t'est arrivé ? Et à ce moment-là, l'enquête s'arrête. Ça t'est déjà arrivé ? Ça m'est déjà arrivé d'aller en inspection et que quelques mois après, l'équipe d'enquête clôture le cas. D'accord, c'était dans un... Sans autre suite. Et donc si l'infraction au droit de la concurrence est avérée, qu'est-ce qui se passe ? La dernière étape de la commission, une fois que l'entreprise a eu l'opportunité de répondre aux objections de la commission, de se défendre, c'est l'adoption par la commission d'une décision qui confirme le cas échéant l'infraction et qui impose, le plus souvent, c'est le cas, des sanctions sous la forme d'amende à l'entreprise. D'accord. Et toi, par exemple, il t'arrive de faire partie de la deuxième équipe qui va analyser les données
ramenés par des inspecteurs. Et donc, c'est toi qui vas fixer, par exemple, les griefs, le montant de l'amende, ou ça se fait ailleurs ? Oui, la principale enquête sur laquelle je travaille pour le moment, c'est une affaire pour laquelle j'ai moi-même été en inspection il y a un petit peu plus de 2 ans d'ici. D'accord. Donc on peut tout à fait participer à une inspection et puis travailler sur cette enquête par la suite. D'accord. Et tu fais ça tout seul ? Tu disais que tu n'étais pas juriste. J'imagine que tu travailles avec beaucoup de juristes, ou tu l'es devenu ? Alors, le plus souvent, dans les équipes d'enquête, il y a au moins 2, et sur les grosses affaires, 3 à 4 enquêteurs qui sont encadrés par un chef d'unité ou un chef d'unité adjoint. Et c'est très utile d'abord à cause de l'importance du travail à réalité, mais aussi parce qu'il n'y a rien à faire. On est plus fort en équipe, on apporte chacun notre expérience, notre expertise, et ça ne fait que renforcer la solidité, la robustesse des décisions de l'institution. D'accord, donc à plusieurs. Et dans ta longue carrière d'enquêteur, est-ce qu'il y a des, je sais pas, 1 ou 2 affaires qui t'ont particulièrement marqué, que tu retiens ? Peut-être l'affaire des émissions de voitures. C'est une affaire qui a souvent été confondue avec le Dieselgate. C'est pas le Dieselgate où il y avait une infraction à la réglementation en matière d'émissions de gaz d'échappement. C'est plutôt le fait que les entreprises se sont entendues pour ne pas dépolluer les gaz d'échappement de leur voiture diesel mieux que ce que la législation ne leur imposait. Autrement dit, les entreprises auraient pu faire preuve de rivalité entre elles à celui qui polluerait le moins, et en réalité, elles s'étaient entendues pour ne pas dépolluer mieux que le minimum exigé par la loi. Ok. Alors, je trouvais que ça, c'était vu les enjeux, c'est une affaire qui m'a marqué, oui, certainement. Et tu as fait quoi dans cette affaire ? Dans cette affaire, je faisais partie de l'équipe d'enquête. Je n'étais pas dans les inspections, mais tout ce qui était, tout le travail d'enquête pour rassembler les faits, surtout les comprendre, les confronter à différentes sources, formuler les objections et finalement préparer la décision finale. J'étais dans l'équipe qui a fait ça. Petit rappel, en 2021, la Commission européenne a infligé une amende globale de 875 millions d'euros à 5 constructeurs automobiles qui, bien qu'ayant mis au point une technologie pour rendre leurs voitures plus propres, au-delà des exigences des normes d'émission européennes, s'étaient entendus pour ne pas l'utiliser. Et donc, une fois que vous avez constitué le dossier, prouvé qu'il y avait une infraction, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si l'infraction est avérée, la Commission va le confirmer dans une décision par laquelle, le plus souvent, elle va imposer des sanctions. Et les sanctions peuvent être très salées. Dans l'entente des camions, par exemple, il s'agissait d'une coordination entre tous les fabricants de camions sur les prix pendant 14 ans en Europe. Donc dans quoi ? Dans plusieurs États membres ? Absolument. Ouais. Et ça s'est terminé par une amende globale de 3,8 milliards d'euros qui a été imposée à l'ensemble des entreprises. Et ils s'entendaient sur quoi ? Sur les prix. Les prix sur des camions. Les prix des camions, en lien aussi avec la date à laquelle ils allaient introduire des véhicules utilitaires qui respectaient les dernières normes environnementales. Ok. Et là, par exemple, comment vous vous en êtes rendu compte ? L'affaire des camions a démarré par une demande de clémence. Ok. Donc une entreprise qui a dénoncé la procédure. Et combien de temps ça dure en général une enquête ? Il y a une moyenne ou du moment où vous êtes saisi au moment où vous concluez ? Alors c'est un travail tout à fait important. Et à part le ou les demandeurs de clémence, les entreprises ne coopèrent pas toujours. De sorte que ça met plusieurs années. Ça va couramment mettre 3 ans, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Et après, quand la Commission a adopté sa décision,
il n'est pas rare que l'entreprise attaque la décision devant les tribunaux à Luxembourg. Ce qui peut de nouveau mettre plusieurs années avant que le litige ne soit résolu. Ok, donc c'est un vrai travail à la fois de fourmi, de chat et de la souris, et il faut avoir de la détermination. Et de longue haleine. Et de longue haleine, ouais. Et qu'est-ce que tu préfères justement dans ton métier ? Alors j'aime bien les inspections, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de se confronter au monde réel. Et j'aime bien aussi assembler les pièces du puzzle quand on a les éléments de fait qui nous proviennent de droite, de gauche, et qu'il faut arriver à les rassembler pour avoir une image qui fait sens. Sachant que ce que les uns ou les autres peuvent nous dire ou nous écrire est bien souvent dirigés par leurs propres intérêts et reflètent rarement la totalité de la vérité ou des faits tels qu'ils se sont produits. Et ça, je trouve ça intellectuellement et stimulant. C'est de la psychologie aussi. Aussi. On va passer aux questions popcorn, qui sont celles que je pose à tous mes invités. Alors pour commencer, est-ce qu'il y a un objet dans ton bureau ou ailleurs qui représente ton métier ? Alors à ta gauche, il y a la reproduction d'un tableau assez connu d'un peintre belge qui s'appelle James Ensor et qui représente des personnages au carnaval. Et chacun de ces personnages porte un masque. Ils sont assez effrayants. Oui. Et c'est ce que souvent on me dit, c'est que c'est un tableau qui met mal à l'aise. Et quand on s'interroge pourquoi, on observe que chacun de ces personnages regarde dans une direction différente. Et ça me parle parce que c'est un petit peu notre métier dans la fonction publique européenne d'essayer de faire en sorte que les Européens regardent plutôt dans la même direction que chacun dans son coin. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour un étudiant ou une étudiante qui serait intéressé par ton métier ? Certainement. Aller travailler dans le privé avant de rejoindre la commission. On fait parfois reproche à la Commission européenne et ses fonctionnaires d'être dans une tour d'ivoire. Avoir vécu, connu, travaillé dans le monde réel est certainement quelque chose d'enrichissant et d'utile pour une carrière future dans la fonction publique nationale ou européenne d'ailleurs. Qui est aussi un monde réel quand même. Oui, mais différent. Et si on prétend réguler ou encadrer le secteur privé, c'est peut-être pas plus mal de l'avoir connu avant. Oui, il y a une question que j'ai rajoutée parce qu'on traverse un moment qui est bousculé. Et je me demande quel est pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être européen ? Comment redonner de la fierté d'être européen ? À la lumière de l'actualité, on ne peut que réaliser à quel point il est précieux d'avoir vécu ces 80 dernières années en paix. On avait l'habitude de considérer ça comme un acquis, mais ce ne l'est manifestement pas, et c'est notamment, sinon en grande partie, grâce à la construction européenne, et je suis très heureux de pouvoir y contribuer. Et la dernière question, les métiers de l'Europe sont souvent des métiers intellectuels, un peu abstraits. Alors à quel métier manuel tu pourrais comparer le tien ? Alors je ne sais pas si c'est tout à fait manuel, mais je dirais que mon métier aujourd'hui relève à la fois du travail du policier, de l'enquêteur, et à la fois du travail du juge d'instruction. Tout ça s'articule autour de l'enquête. Pourquoi le juge d'instruction ? Parce que quand nous enquêtons à charge et à décharge. C'est bien sûr un principe cardinal. Pourquoi policier ? Parce qu'évidemment, on fait des enquêtes et parfois on va jusque sur le terrain. Donc vous avez une robe et une casquette, quoi. Exactement. Merci beaucoup Hubert. Merci. Voilà, cet épisode clôture la série des enquêteurs de la Commission européenne qui agissent au bénéfice du consommateur européen et du marché intérieur. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur ces métiers. Si vous voulez en savoir plus sur la politique de la concurrence et sur les cas dont on a parlé, je vous mets des liens dans les notes de l'épisode. Si vous voulez voir le tableau de James Ensor, dont parle Hubert, la photo est aussi sur le compte Instagram et LinkedIn du podcast.
Et pour tout commentaire, idée, suggestion, contactez-moi sur les mêmes comptes et les réseaux sociaux. Je vous laisse retourner à vos activités et vous dis à bientôt.